retour à la Maison de l'Océan à Paris pour une thématique sans doute peu abordée, celle des dialogues entre l'Afrique matrice et les Outre-mer. On sait que les territoires ultramarins entretiennent avec l'Afrique des liens historiques, culturels et mémoriels profonds. Olivier Servat, député de la Guadeloupe, ouvre la conversation sur ces ponts à reconstruire, sur ces héritages à réhabiliter. Il échange tout de suite avec Romain Gonzalez, journaliste au Point, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci Boris, merci Olivier Servat d'être avec nous à l'Institut océanographique aujourd'hui. Merci Romain. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on a une vingtaine de minutes ensemble. Pourquoi ce choix de l'obtention de la nationalité béninoise? Déjà, pourquoi le choix du Bénin et comment est-ce que vous pouvez le qualifier? Est-ce que c'est un acte politique, un acte administratif, un choix de lieu de villégiature et j'en passe? Comment vous le qualifieriez? Très bien. Tout d'abord, je salue l'initiative du Point. Ça fait plaisir de voir qu'un journal à résonance nationale et internationale s'intéresse aux Outre-mer. C'est assez rare pour le souligner et surtout que c'est une récurrence depuis des années. Je salue mon président du département, Guy Losbar, que je vois là. Les autres, je ne vous vois pas puisqu'il y a des spots. On est un peu dans la lumière. Très puissants. Pour toutes ces raisons à la fois. L'Afrique matrice. Alors, je vais dire une vérité que tout le monde sait, mais que parfois on ne répète pas assez. L'origine de l'humanité est africaine. Vous, Romains, vos ancêtres sont africains. Là-bas, ouais. Voilà. Non, mais je veux le rappeler, ce sont les hauts plateaux d'Éthiopie qui sont le berceau de l'humanité. C'est prouvé. Et donc, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. C'est une deuxième vérité évidente et que tout le monde sait, mais que je veux simplement rappeler parce que dans le monde contemporain dans lequel on a tendance à l'oublier. L'Afrique, c'est un continent. L'Afrique, c'est le plus grand continent au monde. Je le rappelle d'ailleurs, il faudra que quelqu'un un jour puisse pouvoir reconfigurer le globe que nous achetons dans les magasins, puisque vous savez que l'Afrique est rapetissée par rapport à d'autres continents. La représentation Mercator du globe, ce qui est la représentation la plus, on va dire, utilisée aujourd'hui, écrase certaines tailles de continents, il faut toujours le préciser. Et en développe certains aussi. Très clairement, écrase l'Afrique et accentue l'Europe. C'est enfin pour aller plus précisément dans l'écrasement et l'accentuation. Donc, les ressources de sous-sol sont inégalées en Afrique et donc c'est une terre matricielle. On est d'accord. Pourquoi ai-je choisi de prendre ou de reprendre la nationalité africaine, en l'occurrence béninoise? Pourquoi le Bénin? Parce qu'il y a deux pays en Afrique qui permettent aujourd'hui d'avoir la nationalité africaine. C'est le Ghana, plutôt pour les anglophones, et le Bénin pour les francophones. C'est une loi de l'Assemblée béninoise en septembre 2024 qui a permis cela. Et une fois que j'ai entendu ça, j'ai voulu prendre cette nationalité africaine, en l'occurrence béninoise. Pourquoi? Je n'ai pas oublié la question. 4 raisons. La première, je vous l'ai dit, c'est que je suis d'ascendance africaine. D'ailleurs, ça a été prouvé. Je salue le CM98. C'est une association où chacun peut retrouver par arbre généalogique ses origines. En l'occurrence, mon arrière-grand-mère est africaine. Vous avez fait pour cela des tests génétiques, si je ne m'abuse, pour préciser pour le grand public. Oui, enfin, je suis parlementaire, je ne devrais pas le dire. Oui, tout à fait, on le dit discrètement. Oui, discrètement, on est entre nous, donc on ne va pas répéter. Mais oui, effectivement, à l'époque, quand c'était possible de faire des tests qu'on envoyait aux États-Unis et qu'on recevait en France, ça n'est plus possible, hein, je vous l'annonce. Mais aujourd'hui, c'est interdit. Ouais. C'est interdit, mais effectivement, j'étais des hauts plateaux du Dahomey. Et par contre, l'arbre généalogique, là, c'est autorisé hein, pour tous ceux qui veulent concrètement savoir comment faire. Il y a un site, et donc il faut prouver son ascendance africaine, Romain. Je le répète, voilà un troisième terme auquel je tiens. Souvent, on dit afrodescendant. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la décennie des peuples noirs africains que j'étais allé visiter à Bruxelles il y a quelques années. Et il m'avait dit non, vous ne dites pas afrodescendant, puisque déjà l'Afrique est mal vue, etc. Descendant, on va faire d'ascendance africaine. Donc un terme que je vous propose, nous sommes donc tous d'ascendance africaine. Et donc cette ascendance a été prouvée par arbre généalogique. Donc je suis d'ascendance africaine, donc c'est tout à fait normal que je le revendique. Ensuite, je suis, vous l'avez dit, des Outre-mer, plus précisément de la Guadeloupe. J'ai pu observer qu'en Guadeloupe, nous sommes un archipel, hein, sûrement le plus bel au monde, mais enfin, c'est une poussière d'île dans le monde. Dès qu'on parle d'Africains, il y a une forme de recul, une forme de sentiment de supériorité qui est tout à fait inapproprié, puisque, je le rappelle,
l'Afrique, 54 pays, c'est le continent le plus puissant en termes de ressources. Et donc, c'était pour rappeler à mes compatriotes ultramarins qu'on doit être fiers d'être africains. Est-ce que c'est un acte, oui, de revendication autant auprès de vos compatriotes ultramarins que des compatriotes, on va dire, hexagonaux, parce que vous avez souvent évoqué le climat xénophobe, raciste dans l'hexagone. Est-ce que, selon vous, c'est une sorte de double revendication, une ultramarine et une plutôt hexagonale? Tout à fait. Et comme nous sommes, et c'est l'autre raison pour laquelle j'ai choisi cette nationalité, c'est que je suis député français. Et j'ai observé en France, à l'Assemblée, mais en dehors aussi, qu'il y a une montée de la xénophobie, en tout cas une parole raciste décomplexée. Bon, c'est vrai que la France souffre, la France est dans le monde et dans l'Europe, et clairement, la France doute. La France est reléguée en Afrique, la France est menacée au sein de l'Europe, par la Chine, par les États-Unis, bref. Et donc, il faut trouver un bouc émissaire. Et c'est tellement facile d'indexer, en général le plus faible, c'est l'immigré. Bon, 95% de l'immigration subsaharienne se fait entre pays d'Afrique. Hein. Il n'y en a que 5% qui se fait vers l'Europe. D'ailleurs, pas principalement vers la France. Mais enfin, on pourrait y passer des heures. J'ai été rapporteur de la loi immigration pour le pont outre-mer et je pourrais échanger avec vous. Mais en tout cas, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas ça les causes principales de la France. Et donc, je voulais rappeler à mes collègues députés et à la France que je suis fier d'être africain et que d'ailleurs, la France, c'est quoi? Être français, c'est quoi, Romain? Vous allez me le dire. Vous allez essayer de me le résumer en quelques secondes. Oui, le temps passe vite en bonne compagnie. Être français, je vais vous dire ce que ce n'est pas. Être français, ça n'est pas une langue. Le français est parlé dans le monde, dans 18 pays, et pas principalement en France. Donc, français, c'est pas parler français. Être français, c'est pas parler français, puisqu'il y a d'autres pays francophones, dont le Bénin, qui parlent français. Français, ça n'est pas une couleur de peau. Non, mais je le dis parce que on a tendance à l'oublier. Français, ça n'est pas une couleur de peau, puisqu'il y a des blancs, des noirs. D'ailleurs, avez-vous déjà vu une équipe de France gagner sans noir dedans? J'allais dire, la composition de ce plateau le prouve aussi. Oui, tout à fait. Et on gagne ensemble. Il n'y a pas d'équipe de France de football qui gagne sans noir ni arabe dedans. Enfin, des Français. Bon. Français, ça n'est pas une religion. On a tendance à l'oublier. Si je demande aux gens qui sont là, la plupart sont athées. Oui, je le dis, maintenant c'est comme ça. Donc ça n'est pas une religion. Français, c'est une idée. Français, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, pour rappeler effectivement à mes collègues et à la France qu'on doit être fier de ses origines, même si on est fier d'être français. Et enfin, dernière raison, puisque je parle déjà beaucoup, je le sens, Romain, je le vois dans vos yeux. Et donc, cette idée ne vient pas de moi. Elle vient de l'ambassadrice du Bénin en France. Elle me dit, monsieur le député, puisque je suis allé la rencontrer pour solliciter cette nationalité, savez-vous combien il y avait dans le gouvernement Biden, gouvernement, ils sont une vingtaine, un secrétaire d'État, combien étaient américano-israéliens? Sur 20, il y en avait 8. Et elle me dit, ça s'appelle du soft power. Comment voulez-vous, au plus profond du pouvoir américain, quand vous avez quasiment la moitié des décideurs qui sont américano-israéliens, aller contre les intérêts d'Israël? Donc, le soft power, alors on commence bien plus loin. Donc, en étant franco-béninois, franco-africain, c'est aussi du soft power pour pouvoir lier des ponts entre les Outre-mer, l'Afrique et la France. Vous me tendez une belle perche avec cet exemple du gouvernement Biden et de la loi mémorielle israélienne qui facilite donc cette double nationalité. Souvent, on juge que ces membres du gouvernement et que les américano-israéliens font preuve de ce qu'on appelle une double allégeance. C'est qu'on va leur dire, oui, vous êtes américain, vous défendez les intérêts du gouvernement, mais vous êtes aussi israélien. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'on vous accuse de ça aussi, de dire, après tout, vous allez défendre les intérêts du gouvernement béninois, plus que ceux du peuple français? Mais je n'ai pas peur, je le revendique. Mais oui, vous savez quoi? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est quand j'ai rencontré le président de Talon qui me l'a rappelé. Tant que l'Afrique sera faible, tous les Noirs du monde seront affaiblis. Mais oui, parce qu'on a une image, d'ailleurs je vous invite tous et toutes à voyager en Afrique, au Bénin, au Sénégal, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Vous allez voir qu'il y a des croissances à 2 chiffres déjà pour les investisseurs.
Contrairement à la France, où on est plutôt à 1, 2, quand on a un 5, on est content. Et surtout, malgré tout, on a une image de l'Afrique dégradée avec la pauvreté, avec les guerres, avec les coups d'État, avec la corruption. Tant que l'Afrique sera affaiblie, tous les Noirs du monde, donc moi, Français, nous serons affaiblis. Donc on doit s'intéresser à l'Afrique, on doit regarder l'Afrique, on doit faire ce dialogue. Et justement, d'égal à égal. Vous vivez, vous aussi, est-ce que vous imaginez, vous, un potentiel engagement dans la vie publique au sens large au Bénin? Voilà, est-ce que ça vous parle? Pas forcément en tant qu'élu, mais en tant que membre de la société civile, voilà, élu français, mais voilà, vous dites que ma voix doit porter dans un continent où, comme vous le dites, les gouvernements parfois s'effondrent, où il y a une certaine instabilité dans certaines parties du continent. Est-ce que vous voyez aussi, peut-être après aussi, votre travail de député dans une vie future? Pourquoi pas? Bon, je ne vous cache pas que je suis aussi guadeloupéen. On pourrait en parler. D'ailleurs, certains puristes, on pourrait développer cela, hein, et ça, je suis d'accord avec cette contradiction, me disant non, je ne suis pas africain, je suis caribéen. C'est une façon d'aller voir plus loin. Je suis guadeloupéen, je suis engagé publiquement dans un combat. D'ailleurs, je vous le dis, hein, aux abîmes. Pour les municipales, on fait ça, c'est un détail. Donc, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Ouais. Mais donc, je me sens bien là où je suis, en Guadeloupe, en tant que Français. Je me sens bien en tant que franco-béninois. Et oui, je m'intéresserai aux affaires béninoises. Oui, je m'intéresse aux affaires africaines. De là où je suis, la Guadeloupe. L'un des grands sujets des rapports entre la France et certains pays africains, c'est le sujet des objets d'art, de l'appropriation par la France des objets d'art. Si vous allez dans certains musées parisiens, vous voyez qu'une grande partie du fonds artistique provient des anciennes colonies, il faut le dire. On entame à petits mots, à petits pas, un travail de restitution de ces objets. En Angleterre, en Grande-Bretagne, ce travail est sans doute beaucoup plus entamé, beaucoup plus fort. Vous, quel est votre regard là-dessus, sur cette restitution-là? Est-ce que justement, en tant que avec votre double nationalité, vous pouvez créer ce pont? Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une certaine méfiance dans certains musées français en se disant que le contexte africain étant instable, la restitution des œuvres ne paraît pas encore pertinente et sécurisée. Je salue l'action du gouvernement et de la présidence française d'avoir déjà restitué au Bénin quelques œuvres d'art, notamment du roi Béhanzin, où c'était très important. C'est un premier geste qui prouve la bonne volonté de part et d'autre. Bien évidemment, ce sont des œuvres historiques qui ont une valeur inestimable et on doit s'assurer que lorsqu'elles sont restituées à leur territoire d'origine, elles seront conservées dans de bonnes conditions. Et que le public puisse y avoir accès. Ouais, et que le public puisse avoir accès, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas au Bénin, même si les œuvres ont été restituées. Donc je trouve que ça va dans le bon sens, et c'est la logique de l'histoire, de restituer ce que l'on s'est accaparé de façon indue. Pour parler un petit peu plus sur l'aspect relationnel entre les territoires ultramarins et l'Afrique, on voit que même pour les territoires qui sont proches du continent africain, notamment la Réunion, les liens économiques sont très très faibles. On voit que la Réunion échange beaucoup plus de matière avec l'Asie, et évidemment avec l'Hexagone, qu'avec les territoires africains. Vous êtes un peu plus loin géographiquement du territoire africain, mais les liens sont également faibles, voire encore plus faibles. Comment vous envisagez ces relations-là économiques entre le continent africain et les territoires ultramarins? Est-ce que selon vous, c'est un vivier énorme, ou est-ce que l'état actuel du monde et des relations fait que voilà, c'est assez compréhensible que ces relations soient très ténues? Comment vous le jugez? Bon, il faut convoquer un peu l'histoire, le Code noir. D'ailleurs, avec le député Mathiasin, nous avons déposé une proposition de loi pour abroger ce Code noir. Et dans le Code noir, qu'est-ce qui était dit? Premièrement, les colonies ne doivent commercer qu'avec la métropole. D'ailleurs, on ne dit plus métropole, c'est un amendement que j'ai passé à l'unanimité à l'Assemblée nationale. On dit hexagone, c'est plus géographique et moins connoté. D'ailleurs, nous ne sommes plus métropole, les départements français des Outre-mer, depuis 1946. Donc le Code noir disait, 1, vous ne commercez qu'avec la métropole, et 2, pas un clou, pas un fer à cheval pour les Outre-mer. C'est-à-dire qu'on ne doit rien gagner, on doit tout renvoyer à la métropole. C'est pour ça que le commerce avec les pays voisins, on le voit bien chez nous en Caraïbes, n'est pas facile. C'est pareil, vous le signalez, à La Réunion. De toute façon, il faut, et tiens, le président Talon s'est engagé à pouvoir créer une ligne aérienne directe entre l'Afrique, le Bénin, et les Outre-mer. Il y a un marché monstrueux. Un marché, tout d'abord, vous parliez de villégiature tout à l'heure, touristique, c'est magnifique hein, à voir. Et surtout, nous sommes sur le même fuseau horaire souvent. Alors, j'invite la France, et là c'est l'économie, à ne pas laisser que le pont aérien entre l'Afrique et l'Amérique se trouve
au Brésil. Pour l'instant, on se dirige vers ça parce qu'il n'y a pas d'écho. Le président Talon me disait qu'il veut bien construire un hub en France, mais ce serait bien la Guadeloupe. La Martinique, pourquoi pas, mais pour l'instant, il n'y a guère que le Brésil, où il y a quand même pas mal de Brésiliens qui sont au Bénin, qui veulent bien converser. Donc le hub risque d'être au Brésil, et ensuite, on va converser comme ça. Vous savez, les premiers échanges sont d'abord culturels. C'est un peu déjà le cas. Ensuite, ils sont sportifs, et après, ils sont économiques. Donc, pour le développement économique, il faut vraiment cette ligne physique aérienne. Je rappelle que le président Talon a lancé pour les Vendôme Day qui se déroulent actuellement au Bénin, des billets, et ils sont partis très très rapidement, des billets entre 300, 400, 500 euros. Malheureusement, ça passe par l'Hexagone. On pourrait trouver directement un lien avec les Outre-mer. Se pose la question du développement économique parce que se pose aussi la question que vous évoquiez tout à l'heure du soft power. On voit que sur certaines parties du territoire africain, l'un des acteurs les plus agressifs au niveau économique, c'est la Chine, qui s'est implantée localement très fortement. Est-ce que vous dites, vous, que la France est en train de rater quelque chose dans certaines parties du continent africain, alors que c'était une zone, entre guillemets, avant d'influence, évidemment, de domination à tous les niveaux? Aujourd'hui, on a eu cette phase de recul. Et dans ce vide-là, s'est engouffré cet acteur chinois extrêmement agressif, comme il est aussi en Asie du Sud-Est, dans lequel il reconstruit des gares, des aéroports. Est-ce que vous dites qu'on est en train de louper le coche, quand même, en termes de relations économiques? Mais carrément. L'Afrique, je parle du Bénin, je pourrais parler du Nigeria, qui dans 30 ans sera le pays d'Afrique le plus peuplé avec une croissance monstrueuse. Eh ben, on est relégué, pourquoi? Sûrement parce qu'on a une histoire parfois difficile avec ces pays. Deuxièmement, parce qu'on a des attitudes contemporaines un peu déplacées dans les comportements. Alors que la Chine n'a évidemment pas cette histoire commune, a cette neutralité-là et a une vision évidemment très business de la relation avec les pays africains. Ouais. Exactement. Et puis très sobre. Très a priori d'égal à égal, ce qui n'est pas du tout le cas. A priori, oui, parce qu'ils sont super agressifs. Oui, Ils achètent des terres et ils rentrent à bas bruit, n'est-ce pas? Donc, il y a très clairement de toute façon, économiquement, l'une des zones de croissance du monde actuel, c'est l'Afrique. Hein. Ça, c'est prouvé. Et donc, si la France se fait sortir du Mali, sortir du Bénin, sortir de partout, comment voulez-vous qu'on puisse avoir des marges de manœuvre, d'investissement pour le bien-être de nos concitoyens français? On doit reprendre cela et ça passe par une relation diplomatique équilibrée. Je vais emprunter cette phrase à Claudie Siard. Une nation qui veut être respectée doit être respectable. Et donc, on doit avoir des comportements d'égal à égal avec ces pays. Ça n'a pas été le cas parce que c'était des anciennes colonies. Le temps a passé, il faut l'accepter. La France traverse une grave crise de confiance dans certains pays africains, notamment dans le Sahel. Il y a eu vraiment des départs de troupes assez précipités. On voit que l'image de l'ancienne colonie est évidemment extrêmement dégradée. Vous, est-ce qu'on vous le reproche aussi un peu du côté du Bénin? Est-ce que c'est un discours que vous entendez beaucoup? La France, toujours qui se comporte toujours comme une ancienne puissance coloniale, qui nous regarde de haut, qui se contente, entre guillemets, parfois d'envoyer des troupes pour sécuriser le pays, puis qui ne fait rien derrière. Est-ce que c'est un discours que vous entendez beaucoup, plutôt du côté béninois? Non. Par contre, vous parliez des pays du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger. Oui. Faut savoir qu'ils sont frontaliers par le nord avec le Bénin. Nous étions avec le député Baptiste dans le cadre du groupe France Bénin Amitié, début décembre, et on nous a montré la carte du Bénin dangereuse. On est passé de 10% de territoire dangereux au nord à, tenez-vous bien, 25%. Donc ça n'est pas neutre. Dégradation du contexte sécuritaire dans cette zone. Ouais. Très clairement, avec des attentats, des morts, enfin bref, des choses incroyables. Le président Talon dit qu'on lui reproche une relation de soumission avec la France. Lui dit qu'il a une relation économique décomplexée et que chacun sert ses intérêts. Bon, moi je suis un homme pragmatique, hein, je ne suis pas un dogmatique, franchement. Tant que ça fonctionne et tant que chacun trouve son intérêt de façon équilibrée, eh bien, que l'on continue comme ça. Et c'est ce qui me semble être réalisé au Bénin avec quelques zones d'amélioration, clairement. Olivier Serva, j'avais encore une dizaine de questions, mais je vois que le temps a filé très vite et que Boris arrive à pas de loup. Donc c'est à toi, Boris. Mais quand j'arrive, c'est bon signe, c'est pour vous donner la parole. Peut-être d'abord applaudir Olivier Serva. Merci pour votre intervention. On va vous faire passer des micros. Qui a envie de s'emparer du sujet? Monsieur, on vous donne tout de suite un micro. On descend vers vous et on vous écoute. Bonjour, Faridi Atoman, délégué de Mayotte à Paris. Merci beaucoup, monsieur le député, Olivier.
J'ai écouté avec beaucoup d'appréciation ce que vous venez de dire. Non, juste, ce n'est pas une question, juste repréciser les choses, c'est important. Mayotte, Afrique, 300 km. Réunion, Afrique, 800 km. Donc, introduire un territoire ultramarin proche de l'Afrique et commencer par la Réunion, voilà, délégué de Mayotte à Paris. Juste pour ça. On a encore des progrès à faire, merci. Non, mais il a raison, bien évidemment. Souvent, Mayotte est un peu considérée à part, alors que la France est la France, encore une vérité simple, grâce à ses outre-mer. La France a... Vous avez vu que les États-Unis veulent le Groenland parce qu'ils veulent s'accaparer la zone économique exclusive. Ils veulent s'accaparer cette nouvelle route du commerce. La France est la France grâce à ses outre-mer, sinon elle sera un petit pays engoncé au sein de l'Europe, on est d'accord. Bon, c'est une vérité géographique. Mayotte, ben, on doit faire, et la France le fait, mais un peu timidement, de la diplomatie dans le canal du Mozambique, avec les côtes africaines, comme vous le disiez, à 300 km. Mayotte est un point avancé de la France en Afrique. On doit pouvoir utiliser ça mieux. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, j'observe que vous êtes français, hein, les Mahorais sont français. Oui, 80% sont musulmans. Voilà. Monsieur. Ouais, bonjour, pardon. Merci pour votre intervention. Alors, j'ai juste deux questions. Je reprends ce que vous avez dit. Alors, vous avez dit que tant que l'Afrique sera affaiblie, les Noirs seront... J'ai ajouté mauvaise posture, je ne sais pas si c'est ça. Alors, ma question est très simple. Qu'est-ce que l'Afrique doit donc faire pour qu'elle ne soit plus affaiblie? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, puisque vous avez parlé du hub entre l'Afrique et les Caraïbes et l'Amérique du Sud, et pourquoi ne pas mettre un hub en Guyane française? C'est le territoire français. Moi, je suis originaire de la Guyane. Deux questions fondamentales qui m'en inspirent une troisième. C'est le temps qui nous reste là, c'est ça? Oui, il nous reste 2 minutes pour répondre à ces trois questions, Olivier, okay. Ça va. Pas évident. Comment rendre l'Afrique plus forte? Eh bien, déjà être fier de ses origines africaines. Je le dis, je le vois. Certains de mes amis me disent « Ah, c'est quoi cette histoire d'être africain, noir, c'est quoi ça ?» Parce qu'on a une image dégradée de l'Afrique et donc forcément, ça nous renvoie à la pauvreté, etc. Et donc on ne veut pas s'associer à ça, on veut s'en éloigner. Non, on doit s'en rapprocher. Et s'en rapprocher physiquement. Aller voir, aller investir. Il y a déjà des investisseurs, beaucoup dans l'agriculture notamment, mais pas que, dans les énergies renouvelables, dans le business numérique qui font qu'on peut effectivement s'associer à la croissance de l'Afrique. Parce que je rappelle juste une chose, l'Afrique de toute façon va avancer avec ou sans nous. Je rappelle que ce sont des croissances à 2 chiffres chaque année. Pourquoi pas la Guyane? Mais vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. En plus, c'est à côté du Brésil, là où il y a beaucoup de potentiel. Il faudrait que ce soit en Guyane. Alors moi, j'ai dit la Guadeloupe. À dessein, vous sentez bien que je suis un peu orienté guadeloupéen. Mais vous avez raison, le bon hub, je le dis tout bas, ce serait la Guyane. On ne le dira pas. Et dernier point, ma troisième question qui m'avait inspiré, la Guyane. Qu'est-ce que c'est que ces histoires où vous avez du pétrole dans tout le plateau du Guyana et que, tiens, en France guyanaise française, il n'y a pas de pétrole? J'aurais été guyanais, que j'aurais parlé, ils parlent déjà fort, hein, nos parlementaires guyanais, mais j'aurais parlé aussi fort qu'eux pour dénoncer cette affaire-là. Il ne s'agit pas de sacrifier une croissance économique sur l'autel de critères écologistes qui sont un peu discutables. Merci pour vos questions et merci encore Olivier Servat. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir comment le public et le social, l'associatif font front commun et s'engagent pour les Outre-mer. À tout de suite.